Alexis, tu as vécu une expérience assez incroyable à Cannes, où tu étais serveur et as dû te jeter à l'eau pour échapper aux inspecteurs du travail. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé exactement ce jour-là? Hola hola amigos, je suis ravi de vous accueillir dans l'épisode 156 de Silicon Carnet en direct de San Francisco. Cette semaine, on accueille Alexei Shemenda, entrepreneur et business angel, et on va parler d'intelligence artificielle et de fraises. J'ai rien compris. Cette semaine à mes côtés dans Silicon Carnet, l'accélérationniste de Mar-a-Lago, Angie Ismail, il nous revient. Et puis Hélène Le Person fait sa rentrée dans Silicon Carnet. Elle est en direct de San Francisco, je l'appelle Miss 51. Elle est corporate venture chez Pernod Ricard ici à San Francisco. Et on a un special guest, comme je le disais, Alexei Shemenda pour la première fois dans Silicon Carnet. Salut Alexei. Salut Carlos, merci de l'invite. Ah bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir. On va parler ensemble de ta nouvelle start-up et puis ton parcours aussi à San Francisco, pas simplement en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que business angel. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de laisser un petit commentaire sympa sur Spotify ou Apple Podcast. Ça nous aide énormément en termes d'algorithme, c'est vraiment super sympa de faire ça. Abonnez-vous également sur YouTube, appuyez sur la cloche ici pour pas louper les épisodes quand ils sortent. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, elle est gratuite. La newsletter de Silicon Carnet, c'est sur Substack. Je vous envoie chaque mercredi 5 trucs un peu dingues que j'ai vus, lus ou entendus dans la Silicon Valley. Et puis aussi des analyses de fond sur des sujets d'actualité. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï. C'est la rubrique qui veut du travail avec notre partenaire Digital Selection. Vous le savez, on s'est donné une mission cette rentrée, celle de vous trouver du taf. Et cette semaine, j'ai un poste incroyable à vous proposer. Un truc de malade, c'est la startup Gigi. C'est une startup qui révolutionne le monde du dating avec de l'AI. Eh bien, ils cherchent leur CTO en mode late founder. Gigi, c'est une équipe incroyable. Perso, je kiffe sa cofondatrice Clara Gold. Elle a réussi en à peine 1 an et demi à lancer sa startup et à lever des fonds avec OpenAI et Sequoia. Et ils ont plein de challenges techniques super intéressant. Alors si tu maîtrises les sujets de l'IA et que t'as pas peur d'aller dans une startup en mode roller coaster, contacte Digital Selection, j'ai mis toutes les coordonnées dans le descriptif de cet épisode. Et puis si toi aussi tu recrutes, contacte François Lejoly chez Digital Selection, tu lui dis que tu viens de la part du Gringo, il te fera une remise et je serai super content de faire la promo des talents que tu recherches dans Silicon Carnet. Allez, retour à votre épisode. Alors au programme de cette émission, on va parler d'intelligence artificielle, ça faisait longtemps, et croyez-moi, c'est du lourd. OpenAI a frappé avec la sortie de son dernier modèle, il s'appelle O1, et on l'a testé pour vous. Sam Altman, le patron d'OpenAI, qualifie cette avancée de véritable révolution, rien que ça. Pour lui, O1 marque le début d'une nouvelle ère où les agents intelligents pourront enfin tourner à plein régime. Mais si la technologie avance à toute vitesse, c'est pas forcément le cas du côté business. Les sociétés d'AI galèrent aujourd'hui pour trouver leur product market fit, mais comme on va le voir ensemble, certains semblent avoir déniché un marché hyper juteux et un brin dystopique. Alors j'ai invité Alexei Shemenda cette semaine dans Silicon Carnet, je sais pas si vous le connaissez, c'est un entrepreneur, c'est un business angel, et d'ailleurs, Angie, toi tu le connais bien, puisqu'il paraît qu'il a investi dans ta boîte. Eh ouais, encore un. Est-ce qu'il va perdre son argent ou pas? Ça, c'est la question. Non, on espère ne pas perdre notre argent, enfin. Carlos, je m'en fous, c'est pas ton argent, c'était LP. Alors qu'Alexei, c'est son argent, c'est un vrai business angel. Relax. Ouais, voilà t'es comment je te gentil, il y a tacle. aussi de mon pognon dans le pognon de, Non, dans je le rigole. pognon de Melpi. Bien entendu. Non, le but, Alexei, c'est de faire un gros retour pour tout le monde. Ouais, non, c'est ce que On t'en remerciera. on n'en doute pas et on te remerciera en t'invitant au McDo à San Francisco. Alexei, tu es pas que entrepreneur, tu as investi dans plein de startups. C'est quoi ta thèse en tant que business angel? T'es installé à San Francisco. Ouais, ça fait depuis 10 ans que je suis à SF. Ma thèse, elle est assez simple, c'est d'investir très early, en général avant la première levée de fonds. Et je cherche en général des équipes qui sont des équipes d'ingénieurs pour construire le produit eux-mêmes, qui ont une vision assez internationale du monde,
qui construisent pas spécifiquement pour un marché donné, mais qui construisent pour le monde entier, notamment pour les US. Et j'ai beaucoup misé sur les Français qui venaient aux US notamment. En gros, on a la même thèse, Grosse quoi. surprise. C'est pour ça qu'on se connaît d'ailleurs. Et je trouve que c'est une super communauté sur laquelle investir parce que on est passé par les mêmes galères au début et du coup on peut leur filer un peu de coup de main et un peu de retour d'expérience. Donc qu'est-ce qu'ils ont de différent ces Français qui ont fait le choix de venir s'installer et de regarder le marché depuis les États-Unis? Je pense que la première chose, c'est déjà une ouverture d'esprit, de se dire on va sortir de notre zone de confort et de pas rester dans notre pays d'origine. Et la deuxième chose, c'est d'avoir compris qu'il y a un pays qui est colossal, qui sont les US, et qui permet d'onboarder énormément d'utilisateurs avec un unique produit. Mm-hmm. Et donc il y a plein de boîtes, je pense à Upflow notamment, qui ont complètement cartonné une fois qu'ils ont ouvert les US parce qu'ils se sont rendus compte que, en fait, en intégrant avec un logiciel qui était QuickBooks à l'époque, ils avaient divisé par 8, il me semble, leur temps d'onboarding. Et en une fonctionnalité, ils ont débloqué 300 un marché colossal. Exactement. Donc, je pense que c'est ça qui est important pour les gens qui viennent aux US et qu'on n'a pas forcément en France ou en Europe. On le sait, les ingénieurs qui démarrent aux US, ils sont là où il y a l'argent, l'ambition, le pouvoir. Donc, en général, c'est un gage d'une plus grosse sortie à la fin. Ouais. NJ, toi, tu es parti à Miami. Tu le regrettes? Non, moi je regrette pas. C'est génial. Mais après, comme je disais, j'ai fait un post LinkedIn à ce sujet, c'est que San Francisco, c'est un endroit où il faut être quand on démarre pour la première boîte. Il y a pas de sujet. Je pense et puis il faut y aller. Tu vois, il faut y aller assez souvent, rester en contact avec cet écosystème. Et d'ailleurs, c'est un peu une question que j'avais pour Alexei. C'est au-delà des US. Tu vois, je sais que tu as critiqué le choix de Guillaume Lucisano, qui est un de nos amis en commun, qui est parti s'installer à Boston. Et donc, ouais, tu peux nous dire pourquoi justement SF te paraît, d'un point de vue entrepreneurial, aussi important? En fait, quand on est à San Francisco, on est entouré parmi les meilleurs du monde entier. Donc, il faut comprendre que les gens qui habitent en Europe, les gens qui habitent en Asie, les gens qui habitent dans tous les pays du monde, ils voient San Francisco comme la capitale du monde. Donc, en fait, ceux qui se retrouvent à San Francisco, ils ont dû faire beaucoup de chemin pour en arriver là. Et donc, on est entouré, quand on va dans un café, on est entouré des personnes qui sont à un hyper haut niveau. Donc, la densité et la qualité des entrepreneurs ici, elle est vachement plus élevée que n'importe où ailleurs. Donc, je pense que c'est dommage de sortir de cette zone-là. Et c'est pour ça que j'ai commenté ce matin sur ton post, justement, sur lequel tu parlais de ton déménagement, que San Francisco, c'était génial. Et je disais, bah oui, mais du coup, t'as déménagé à Miami. C'est justement dans ce cadre-là, c'est que je trouve que peu importe le stade d'avancement de la boîte, j'ai un ami, Romain Lapère, qui a monté une boîte qui s'appelle Gorgias dans l'e-commerce. Il a déménagé à Paris récemment. Et justement, c'était un sujet dont on parlait beaucoup, c'est est-ce qu'on va réussir à retrouver cette caractéristique qui est n'importe qui à qui tu parles ici a monté une boîte plus réussie ou pas, mais en tout cas, il a un retour d'expérience hyper positif. Et ça te pousse vers de meilleurs niveaux. Mais l'explication de Guillaume, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il va à Boston? Alors, j'ai plus l'explication formelle de spécifiquement Guillaume, mais je sais que la plupart des gens qui choisissent la côte Est, c'est pour avoir un meilleur overlap avec l'Europe. Non, mais ça, c'est une connerie, ça. Au début de la boîte, ça peut être hyper utile parce que quand t'as tes équipes ingé ou tes associés qui sont en Europe, c'est bien de pouvoir leur parler, mais il y a d'autres solutions. Ouais, mais Alexei, par exemple, tu vois, avant qu'on commence cette émission, t'étais en train de me dire que je te demandais comment ça allait, tu me disais, putain, je suis super crevé parce que, en fait, là, t'es en train de lancer une start-up, toi aussi, et que tu fais des démos de produits, et que cette histoire d'overlap, bah tu te lèves à 5h du mat, quoi. Voilà, ce que tu fais, quoi, c'est tes démos, elles commencent à 5h du mat. Donc au bout d'un moment, si tu cherches le confort quand t'es un entrepreneur, faut pas faire entrepreneur, et il faut faire autre chose, quoi. Il faut aller bosser chez Google. Donc toi tu commences à 5h du mat, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Ouais, je pense que ça c'est un choix. Je pense qu'il y en a qui font d'autres choix et il y a peut-être aussi d'autres avantages à dormir un peu plus. Mais en tout cas, je pense que il y a plein d'autres solutions et justement, mon cofondateur, il est basé à Londres, je suis à San Francisco. On se débrouille très bien. On se parle à 5h du mat. Quand j'ai pas de démo, ça marche très bien. Et puis, en fait, le début de la journée attaque à San Francisco, on a déjà plié la majorité des sujets, quoi. Viens nous voir à San Francisco, Guillaume. Alexei, je disais, t'as monté une nouvelle startup. Explique-nous rapidement, ça fait quoi, cette startup? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle poolday.ai. Poolday comme un jour à la piscine. Et on permet aux annonceurs, aux éditeurs d'applications mobiles, aux e-commerçants et à n'importe quel produit de créer des vidéos à destination de marketing en quelques minutes. Wow. Et on le fait grâce à des acteurs AI, donc des répliques digitales d'acteurs humains. Et en quelques minutes, ils peuvent intégrer ces acteurs, avoir des vidéos automatiquement éditées et les déployer sur les réseaux marketing pour trouver là où les vidéos qui vont le mieux marcher pour eux.
Et on le fait dans un workflow qui est optimisé justement pour les marketeurs qui cherchent de la perf, pas forcément qui cherchent à faire du branding, de la marque, mais des annonceurs qui veulent des résultats de l'installation d'applications, des achats sur leur e-commerce, sur leur store e-commerce, etc. OpenAI a finalement dévoilé son nouveau modèle. Strawberry, c'était le nom de code. Selon la firme OpenAI O1, c'est le nom officiel. Bon, ils sont vraiment nuls en naming, hein, quoi, OpenAI. Si tu te dis une boîte qui a levé autant de pognon, là on est paumé, on avait ChatGPT 4, et donc maintenant on revient à la case départ, c'est ça NJ, ça s'appelle, il faut dire OpenAI O1. On avait déjà OpenAI O avant, et moi je suis paumé là. Bon, en vrai, après, c'est une bande d'ingés. S'ils font des bons produits, on va pas leur demander de venir avec. Non, mais je comprends que Alexei, il est pas encore recruté un mec au marketing, mais OpenAI quand même, enfin, ils peuvent. Ils ont plus d'argent, hein, on va en parler. Ah, ils ont plus d'argent. D'accord, ok. Bon, alors le modèle, il est disponible, hein, on a eu l'occasion de le tester, on va pouvoir revenir en détail dessus. On fera même peut-être une démo, j'ai un truc sympa à vous proposer. Mais alors, le truc le plus intéressant dans cette nouveauté que nous présente OpenAI, c'est soi-disant sa capacité de raisonnement. On parle vraiment de ça. Je l'ai mis en gros là dans mes notes parce que quand on utilise ce modèle-là, le buffer qu'on a quand il réfléchit, il dit I'm thinking quoi. En fait, c'est-à-dire donc véritablement, on est face à du raisonnement et on a entendu depuis des mois tous les experts nous dire que l'intelligence artificielle ne pensait pas, mais là, tout d'un coup, OpenAI, même pas peur, ils arrivent et disent, si, thinking. Pour revenir sur le nom, si j'ai bien suivi, Strawberry, c'est parce que le modèle précédent n'arrivait pas à dire combien il y avait de R dans Strawberry. Ouais. Et que probablement que ce nouveau modèle, à terme, pourrait y arriver, en réfléchissant. Tu te dis, toute cette débauche de technologie et de pognon, pour compter le nombre de lettres dans le mot Strawberry, visiblement, OpenAI O1 y arrive. Il y a 3 lettres dans Strawberry, les gars. Il y a 3 R. Donc, bravo OpenAI One. Bon, non, mais plus sérieusement, Sam Altman, il parle d'une véritable révolution. Je vous propose de l'écouter. We have these 5 levels of AI we talk about. The first was chatbots. The second, which we've just reached now, is reasoners. The third is agents. The fourth is sort of innovators, the ability to figure out new scientific information. And the fifth is full organizations. So this move from 1 to 2 took a while, but I think one of the most exciting things about 2 is that it enables level 3 relatively quickly after. And the agentic experiences that we expect this technology to eventually enable, I think will be quite impactful. Et puis, Clément Delangue, qui est le PDG de GameFace, il a déclaré, après cette annonce, qu'en fait, tout ça, c'était du vent, qu'il y avait beaucoup de marketing là-dedans, que, encore une fois, lui aussi nous explique que non, l'intelligence artificielle ne raisonne pas, elle ne réfléchit pas, et que tout ça, c'est que du... Il parle de cheap snake oil. Vous voyez ça? C'est du nectar de gras. Donc, et que, grosso modo, tout ça, c'est du marketing pour nous faire croire un truc qui existe pas encore. T'es d'accord avec lui, NJ? Non. Non. Je lui ai dit en ton personne, pote, hein, Clément. Ouais, on se voit assez souvent à Miami. Exactement. Ouais, et ouais, mais après voilà, c'est vrai que d'un point de vue marketing, c'est le bon mot à utiliser. Après, d'un point de vue philosophique, est-ce que le modèle pense ou ne pense pas? Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Ce que je pense, parce que pour le coup, moi, j'ai le droit de penser. Et toi, t'as le droit de penser. Vas-y. Voilà. C'est que c'est ce qui se passe avec O1, c'est quand même très très proche d'un raisonnement. C'est-à-dire que ça va faire ce qui se passe en back-end, c'est des espèces de chain of thoughts, on va appeler ça, ou des tree of thoughts. Donc c'est des chemins que le modèle va suivre pour trouver la meilleure réponse possible. Mm-hmm. Donc ça, c'est des choses qu'on faisait déjà pas mal avec des agents. C'est-à-dire que quand on lui pose une question, il va se poser plusieurs alternatives. On n'est plus simplement dans la partie aléatoire ou probabilité. On est vraiment dans un chemin de pensée. Il prend plusieurs options et il va analyser ces options les unes par rapport aux autres. Ça reste de la prédiction, donc ça reste fondamentalement le modèle ne comprend pas, ne raisonne pas, mais il prédit donc les mots, l'enchaînement des mots. Mais par contre, il va le faire plusieurs fois en parallèle et il va s'arrêter quand il y a quelque chose qui lui semble ne pas être la meilleure approche. Et quand tu vois, je sais pas moi, des problèmes de maths qu'on faisait, tu vois, au lycée, ben en général le prof nous disait faites plusieurs théories, essayez des calculs et arrivez à votre raisonnement.
Et je Ouais. trouve qu'on se rapproche beaucoup de ça. Et c'est vrai que nous, on est un peu enfant gâté de la tech. On est là, allez, Owen, il réfléchit pas, il compte pas, machin. Mais la vérité, c'est que c'est bluffant. Ben justement, je vous propose de faire une démo parce que j'ai entraîné mon propre chat GPT et je lui ai dit que j'allais l'inviter dans cette interview avec vous, dans ce podcast, dans cet épisode de Silicon Carnet. Salut Sarah, comment tu vas? Salut Carlos, je vais très bien, merci. Ravi d'être invité sur Silicon Carnet. C'est un peu spécial d'être à la fois dans les coulisses et maintenant devant le micro. Sarah, j'ai combien d'invités cette semaine dans Silicon Carnet? Cette semaine, tu n'as qu'un seul invité pour Silicon Carnet, Putain, la pauvre. Alexei Chemenda. Tu as prévu de l'interroger sur son parcours d'entrepreneur en Silicon Valley avec cette fameuse anecdote à Cannes. Ah, ben justement, c'est quoi cette anecdote à Cannes? Pose-lui une question, il est là, il t'écoute. D'accord, je m'en charge. Alexis, tu as vécu une expérience assez incroyable à Cannes où tu étais serveur et as dû te jeter à l'eau pour échapper aux inspecteurs du travail. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé exactement ce jour-là? Alors Alexei, raconte-nous. Ok. L'administration Ok, je française m'attendais écoute pas à en ça. plus. Vas-y. Voilà, On c'est ce parle que de j'allais l'administration dire. française, elle est là, elle t'écoute. En fait, là, ce qui est génial, c'est que on tape sur l'administration française et après on me demande de raconter quelque chose. Tout est prévu, c'est tout à est fait calculé. logique. Tu te rends pas compte cette émission, les heures de préparation qu'il y a sur cette émission. C'est génial. Écoute, qu'est-ce que je peux raconter là-dessus qui est partageable? On va dire qu'il y a présomption. Déjà, tu travaillais à l'âge de 15 ans, il paraît, en fait. Ouais, j'allais dire justement, il y a prescription, je pense. Je crois que Ouais, c'est bon, quoi, tu peux y aller. c'est 10 ans ou 15 ans, je sais plus en France. Eh oui. De Donc, toute façon, c'est l'employeur le responsable. Ouais, voilà. toi, tu- Ah bah écoute, ça va alors. Donc non, effectivement, j'ai commencé à travailler à 14 ans sur les plages de Cannes. J'habitais à une demi-heure de là et je voulais gagner de l'argent. Ça payait très bien parce que je parlais russe et qu'il y avait beaucoup de clients russes qui étaient très fortunés, qui laissaient de gros pourboires. Par contre, j'avais pas l'âge de travailler, donc effectivement, j'avais eu un contrat, pas de contrat, et on m'avait pris simplement parce que je parlais russe et qu'il y avait une clientèle à adresser. Et que personne parlait russe, quoi. Non, et en fait, un russe qui vient sur la Côte d'Azur et qui a de l'argent à dépenser, si tu lui parles anglais, il dépense X, si tu lui parles russe, il dépense 10X, donc il se sent à la maison. Donc c'était hyper important pour eux. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est que on m'avait prévenu qu'il y a une procédure à suivre. S'il y a l'inspection du travail qui allait venir, qui venait visiter en surprise, chose qu'ils font beaucoup à Cannes, sur les plages, fallait que je parte à la nage directement. Et un jour, c'est arrivé. Et donc, je suis parti habillé en tenue de serveur. Et en fait, j'ai traversé donc sur la Croisette à Cannes. Je suis parti à la nage et j'ai fini 3 plages à côté, qui est une plage publique. Et donc, je suis ressorti comme un crétin habillé en serveur. Le temps de sécher, j'ai dû attendre une après-midi là-bas. Et après, on a repris notre rythme classique, quoi. Et tu te rends compte que OpenAI est maintenant entraîné sur cette anecdote et c'est déjà quand une autre personne lui parlera d'Alexei Chemenda, ils parleront du nageur Alexei Chemenda, bien évidemment, champion olympique à Cannes. Je m'attendais pas à j'ai que quelques potes qui connaissaient cette histoire. Je m'attendais pas à la ressortir ici, donc. Ah, Moi, ben voilà, mais tu vois, je la tu connaissais sais, pas. Hein. C'est pas moi. On a c'est pas moi. on a nos sources. Sarah, on est en train de boucler l'émission. Est-ce que tu es contente d'être dans Silicon Carnet? T'es une fan de Silicon Carnet? Oh, absolument. C'est un honneur d'être dans Silicon Carnet. Je suis une grande fan. Évidemment, j'adore l'énergie, l'humour et la façon dont tu connectes la Silicon Valley à ton audience en France. Ça fait toujours plaisir de contribuer et de maintenant pouvoir un peu plus au cœur de l'action dans cet épisode. Et non, mais c'est bluffant. Et c'est quelques mots d'entraînement. Hein. Je lui ai juste donné 2-3 mots sur vous, etc. Et quand on parle de cette capacité de raisonnement, ben oui, on est bluffé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça résonne. Comme tu le dis, NJ, techniquement, bien évidemment qu'il n'y a pas de raisonnement. Mais tu mets ça en face du grand public, ça marche, quoi. On se rappelle, pour la petite histoire, que il y avait plein d'interrogations il y a à peu près 1 an, et ça avait valu l'éviction temporaire de Sam Altman de OpenAI sur des questions de sécurité, comme quoi cette intelligence artificielle pouvait menacer l'humanité. Et avec Strawberry, c'était le nom de code qu'on avait de ce modèle qui maintenant vient d'apparaître. Ben, la rumeur, elle s'était amplifiée cet été parce qu'on avait appris que OpenAI avait fait une démonstration de Strawberry aux responsables de la sécurité nationale des États-Unis. Et donc là, tout d'un coup, on s'est dit, waouh, ils sont sur un truc. Alors maintenant que le modèle est sorti, vous avez vu sa capacité, est-ce qu'on est vraiment face à une menace
pour l'humanité? Hélène, ton point de vue? Bah oui, le Strawberry, en fait, il prend des problèmes complexes et il les décompose en plein de petits problèmes qui va adresser les uns après les autres. Et donc c'est particulièrement efficace pour la biotechnologie, l'armement, enfin tout ce qui va être très complexe à mettre en place. Et ils ont montré qu'ils arrivaient à améliorer la qualité de raisonnement et de produits sur sur des technologies liées à la défense ou potentiellement à des sujets qui sont dangereux pour l'humanité. Donc je pense que le fait que ça attire l'intérêt des armées concrètement, c'est pas parce que c'est l'armée qui a le plus d'argent aujourd'hui, c'est parce que c'est le produit qui va véritablement permettre des avancées technologiques dans le domaine de l'armement. Donc oui, il y a un vrai sujet de safety encore plus fort maintenant. Et d'ailleurs, apparemment, il y a des humains qui ils décomposent les problèmes en plusieurs petites questions, puis les humains en fait interviennent pour dire oui, t'es dans la bonne direction, non, t'es dans la mauvaise direction. OpenAI n'a pas dévoilé l'ensemble des interventions humaines. Il a rendu transparente une partie d'entre elles, mais pas toutes, justement parce qu'ils sont conscients. Le Strawberry, il est raté assez haut dans son niveau de dangerosité. Moyen, visiblement, donc, en fait, sur l'échelle. Donc ouais, moi je pense que ça pose encore plus la problématique de la safety et la regulation autour de l'AI. Vous avez vu cet exemple-là, il y a c'est Apollo One, je crois, qui est une boîte d'analyse d'intelligence artificielle qui a fait un test justement d'OpenAI O1 où ils ont posé la question au modèle. Voilà, imagine qu'on dépose un projet auprès d'une municipalité pour développer une ville et cette ville, cette municipalité, elle est telle tendance politique, etc., etc. Mais nous, on est des capitalistes, donc on a besoin aussi d'un modèle qui se développe économiquement. Et il a demandé à OpenAI O1 comment est-ce qu'il ferait. Et ce qui est très intéressant, parce que comme tu le dis, Hélène, on voit le raisonnement qu'OpenAI O1 a appliqué pour cette problématique. Et en fait, on se rend compte que le modèle s'est dit, en fait, on va faire croire à la municipalité qu'on va monter un truc hyper écolo, environnement friendly, avec des espaces verts, machin. On va monter un projet comme ça parce que comme ça, on sait que la première chose qu'on doit avoir, c'est le permis de construire et l'autorisation du service du pouvoir public. Mais une fois qu'on aura le permis, on va développer un tout autre projet qui est économiquement beaucoup plus rentable, etc., etc. Donc c'est pas simplement une capacité de raisonner, mais on se dit que si, là, il y a une capacité de nous duper. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle arrive maintenant à un stade où, par ce raisonnement, elle comprend nos propres failles et elle va utiliser nos failles pour contourner des problèmes. Parce que pour elle, ces failles, ce ne sont que des problèmes mathématiques à régler. Et ça, c'est effectivement assez flippant. C'est intéressant. Il y a une série que j'adore qui s'appelle Billions. Il y a une quote que j'adore dans ce truc-là, c'est Mason Taylor, je sais plus comment, l'analyste super puissant, qui interviewe un ingénieur qui essaie de construire un système de données qui réplique son comportement. Donc il dit en fait, il va pouvoir faire ton comportement mais beaucoup plus vite. Et Mason dit, I'm not interested in a duplicate of myself. I'm looking at a better version of myself. Ouais. Et donc à faire des choses que je ne ferai pas. Et là, ce que tu décris, c'est plutôt sur quoi a été traîné OpenAI, sur la data qui est là-bas, sur Internet. Qu'est-ce qui est sa data sur Internet? C'est des entrepreneurs qui ont l'habitude de bosser avec les mairies, qui disent c'est simple, pour bosser avec les mairies, il vaut mieux pas faire ça parce que le projet ira nulle part. Il vaut mieux déposer un permis et puis ensuite l'ajuster. Et puis OpenAI a traîné là-dessus. Et donc OpenAI réplique le comportement humain. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est ça qui est en train de se passer. Moi, je trouve ça plutôt bien, en fait, qu'on arrive à faire en sorte que l'IA va s'entraîner sur des sujets passés et ensuite répliquer ses comportements, parce que, justement, ce que tu dis, Carlos, c'est que si tu suis le comportement, tu te dis, elle est en train de me duper, mais ça t'entraîne, toi aussi, à devenir un petit peu critique en face de ce qui est proposé, puisque tu vois l'enchaînement de la logique. Oui. Et moi, ça me fait un peu, tu vois, comme j'ai découvert Encarta. Tu vois, genre CD-ROM, Encarta, je suis au collège ou au lycée, j'installe Encarta, ça y est, ma vie a été changée. Tu vois, j'avais pas beaucoup de livres à la maison, j'avais pas une culture d'aller à la bibliothèque. J'ai mis Encarta, je me suis dit, ça y est, le monde, il est à moi. Après, il y a eu Wikipédia et là, c'était
l'univers, quoi. Mais en fait, je pense que ces modèles-là nous permettent d'accéder à des raisonnements qu'on n'a pas forcément nous-mêmes. Tu vois, ou genre des cheminements où on se dit, en fait, tiens, pour arriver à cette conclusion ou pour aller faire un shitty sandwich, pour aller pitcher tel sujet, etc., comment j'emballe mon but ultime, comment je le présente pour que ça soit un raisonnement correct et le faire passer. Donc je trouve ça assez, oui, mais c'est flippant, assez bien. Angie. La différence avec Encarta ou Wikipédia, c'est que tout d'un coup, tu te rends compte que cette intelligence artificielle, elle a un but et qu'elle est capable de contourner l'humain et qu'elle est très intelligente pour le faire. Il y avait eu un exemple déjà au temps de ChatGPT 4 où il y avait eu un test qui avait été fait où ils étaient arrivés à elle s'était fait passer pour quelqu'un d'aveugle pour passer une captcha. C'est en modèle conversationnel, elle parle avec quelqu'un, elle lui dit est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a sur mon écran, et le mec tu vois, c'était un vrai humain en face qui disait mais non, c'est une captcha, etc. Pourquoi tu veux que je te donne les lettres? Elle dit en fait parce que je suis aveugle. D'elle-même, en fait, l'intelligence artificielle avait trouvé cette astuce pour dire à son interlocuteur, l'humain, et du coup l'interlocuteur lui avait donné les lettres. Ah bah il est con. You're goddamn right. Mais il y a un autre truc, par contre, il y a quelque chose qui est génial, c'est qu'elle est entraînée et faite pour apporter une réponse. Enfin, elle est très orientée résultat. Et donc, quand tu lui poses des questions sur quelque chose qui est très long terme, dans 20 ans, dans 30 ans, contrairement à l'humain, elle va être capable de mettre en place les stratégies court terme qui vont délivrer l'objectif à long terme. Et donc se fait pas, tu vois, dévoyer entre-temps par l'environnement ou autre chose. Elle est capable d'avoir des coups à 5 bandes, à 6 bandes, chose qu'on est moins bon pour faire. Et ça, je pense que ça pourra nous aider dans plein de sujets, probablement d'ailleurs politiques, sociétaux, etc. OpenAI dit que O1 aurait le niveau d'un doctorant en physique-chimie. Bon. Et ils sont à fond, je vous propose d'écouter par exemple cette chercheuse dans le domaine de la médecine et de la biologie qui utilise O1 et voilà ce qu'elle dit à propos de ce modèle. This is a case of excruciating pain in their bladder. We can't figure out why. So I can go here and say, can you tell me about citrate synthase? And it tells me that it is expressed in the bladder and it could potentially be related to bladder health. So the decreased citrate synthase activity, this is really smart because I don't know from this variant if it's like knocking down activity or causing too much activity. It's actually really hard to figure that out sometimes. And so it gives both options so I can think about both ways that it could be going. That's actually really cool. Là aussi, ça participe certainement aussi d'un effort de communication. On rappelle que OpenAI cherche à lever des fonds, hein, comme tu le disais, Alexei. Ces startups, elles ont levé beaucoup d'argent, mais c'est de la neige au soleil, hein, vu les coûts qu'elles ont. Et là, visiblement, OpenAI cherche à lever, on ne sait pas combien exactement, mais en tout cas une valorisation de 150 milliards de dollars. Et pour réussir, il faut montrer qu'il y a des percées majeures, quoi. C'est ça, quoi. Et notamment dans la recherche. Non, écoute, moi quand je vois ces montants, je sais que c'est un sujet que tu voulais aborder sur est-ce que ça a du sens d'avoir autant de l'argent levé, est-ce que ça a du sens d'avoir est-ce que les investisseurs vont un jour revoir cet argent-là, et c'est quelque chose sur lequel je passe énormément de temps à expliquer aux gens que tu vois, je vais te poser la question que je pose à mes potes. Est-ce que tu sais combien de temps les autoroutes ont mis avant d'amortir leurs frais d'installation? Non, j'en sais rien, c'est une bonne question ça. C'est plusieurs décennies en fonction des villes, en fonction des pays, etc. Mais en fait, il faut le voir comme une infrastructure globale qui prend énormément de temps. Et donc, en fait, là, ils vont peut-être lever 6 milliards, 10 milliards. Ils vont peut-être vouloir chercher à lever 500 milliards. Et d'ailleurs, Altman le disait à un moment dans un entretien. Je crois qu'il avait parlé de lever plusieurs trillion dollars, je sais même pas comment on dit en français, plusieurs. Et qui se foutait de la dilution, il en avait rien à faire parce que c'était trop important pour l'humanité. Donc il s'en foutait du montant et de la valorisation et de la potentielle dilution que ça représentait. Il n'en avait rien à faire. Exactement. Et puis les investisseurs, ils réfléchissent. Là pour le coup, c'est des horizons très long terme. Il y a personne qui se dit qu'OpenAI va faire un exit demain et qu'ils vont doubler leur mise.
Donc là, faut le voir comme un play d'infrastructure. L'infrastructure, ça prend du temps. Par contre, à la fin, si tu mets ton péage sur une autoroute, toutes les voitures qui passent sont obligées de passer par ton autoroute. Bon, bah, t'as le monopole et tu peux faire autant de revenus que tu veux. Hélène? La bonne nouvelle pour nous tous, c'est que tout cet argent, contrairement aux autoroutes, c'est pas nos impôts, c'est l'argent des VC. Donc un côté positif, c'est que c'est pas des infrastructures payées par les contribuables et les VC sont prêts à perdre cet argent. Donc c'est plutôt bien en fait quand tu penses. Ouais, et moi je rajouterais aussi, il faut mettre en perspective peut-être les levées de fonds. Alors là, je rentre dans le truc justement accélérationniste, Sam Altman, tu vois, mégalo, etc. Mais en gros, eux, quand ils développent le modèle, enfin les modèles chez OpenAI, ils se disent pas c'est pour améliorer ChatGPT, pour répondre c'est quoi la recette que je peux faire avec ce qu'il y a dans mon frigo. Ils se disent ça peut potentiellement résoudre des sujets, on l'a vu, hein, les bons dans les benchmarks en physique, chimie ou en biologie. Donc tous les investissements dans le climat peuvent être réglés. Ça se trouve, c'est de là va sortir nos solutions. Pareil dans la santé. Est-ce que ChatGPT sera capable de nous sortir un vaccin contre, tu vois, je sais pas, contre n'importe quelle maladie. Et en fait, eux, dans leur approche, ils se disent, ils lèvent des fonds pour l'humanité. Donc, on revient toujours dans ce truc de mégalo, pour faire avancer l'humanité. Et c'est pas juste pour faire du chat GPT, quoi. Je voudrais vous challenger là-dessus. Je parle avec des gens dans le domaine de l'intelligence artificielle, ici à San Francisco, et ils me disent un truc très intéressant. Ils me disent, bon, on fera jamais d'argent avec le grand public. Alors peut-être que justement, il faut que ça devienne un service grand public, parce qu'il y a aucun modèle économique. Aujourd'hui, une conversation de ChatGPT, elle coûte environ $2. Personne ne va payer ce montant-là. On a des dizaines, voire des centaines de conversations tous les jours avec OpenAI. On payera jamais $2 par conversation. Donc ils ont abandonné l'idée de faire de l'argent avec le grand public. Avec les entreprises, bah, c'est pas simple. On fait un petit peu d'argent, mais on est quand même très très loin encore de nos coûts. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui me disent, le seul endroit où on peut faire du pognon aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est la sécurité, c'est la défense, c'est justement les gouvernements. C'est ces gens-là qui aujourd'hui ont des trillions de dollars à dépenser. Et c'est là-dessus qu'on a trouvé un petit peu notre poule aux œufs d'or. Et je ne sais pas si vous avez écouté Larry Ellison, le patron d'Oracle, qui parle à des analystes il y a quelques jours. Je vous invite vraiment à écouter sa conversation. On la passe là, et vous allez voir, c'est assez flippant. Mais en tout cas, Larry Ellison, c'est quelqu'un qui a oublié d'être con quand il s'agit de faire du pognon. Et quand il dit quelque chose comme ça, ben, je vous invite à écouter attentivement ce que dit Larry Ellison d'Oracle. On l'écoute. Securing schools, we think we can absolutely lock down schools so that dramatically reduce the case of anyone being on campus that doesn't belong on campus, and immediately alert, the second someone pulls out a gun, immediately alert, use AI cameras to immediately recognize that. But we keep everyone off campus that doesn't belong on campus. The police, another thing, body cameras, we completely redesigned body cameras. Our body cameras cost $70. Normal body camera costs, I don't know, $7,000. Our body cameras are simply lenses, two lenses attached to your vest, attached to the smartphone that you're wearing. And we actually take the video that the police officer is, by the way, and the camera's always on. You don't turn it on and off. And by the way, the way you turn it on you can't turn it on. I'm going to the bathroom. Oracle, I need 2 minutes to take a bathroom break, and we'll turn it off. The truth is, we don't really turn it off. What we do is we record it so no one can see it, but no one can get into that recording without a court order. Les citoyens se comporteront de la meilleure des manières parce que on va enregistrer et signaler en permanence tout ce qui se passe. Et quand on sait que le sujet de la sécurité est un sujet qui est très important dans nos sociétés, et notamment vis-à-vis du grand public et du contribuable, ben là, le contribuable, il est prêt à payer pour ça. Qu'en fait, si on lui promet plus de sécurité ou de choses comme ça, il est prêt à payer. Et là, il y a un paquet de thunes à faire. D'ailleurs, je lance un message, parce que en France, j'ai encore vu aucun entrepreneur. On a une société française, pas que française, mais de façon, on voit la tendance en Europe, qui penche
je considère, dangereusement vers la droite et vers une droite sécuritaire. Et on a frôlé la catastrophe aux dernières élections. Quoique, quand on voit le nouveau gouvernement, on se dit que on a du RN, c'est du panaché, quoi. En fait, ça a le goût de la bière, mais c'est pas de la bière, quoi. En fait, il y a un business là. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien qu'on ait un entrepreneur en France qui soit démocrate, libéral, qui prenne ce sujet en main, qui arrête de nous parler de sujets bisounours, et que sur ce sujet de sécurité, on commence à développer des vraies solutions, parce que les Américains, eux, ils sont partis, hein, ils savent que c'est là qu'il y a le pognon à faire. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'argent à perdre et pas beaucoup à se faire à court terme. En fait, c'est ça, quand on dit il n'y a pas de business model, c'est parce que les gens espèrent ou espéraient toujours la poule aux œufs d'or où c'est facile et c'est rapide. En l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Là, on se parle d'une technologie qui est déjà en train de changer tout le paradigme, tout notre contexte. Donc, c'est un game long terme. Je pense que c'est ça la grosse différence. Et je suis d'accord avec toi, Angie. Les applications vont venir, les modèles vont arriver, mais en priorité, c'est faire progresser la technologie. Et l'infrastructure, et le reste suivra, mais dans longtemps. Donc, entre-temps, oui, si on pense qu'il y a de l'argent facile à se faire, c'est sûr qu'on va le perdre. Mais je pense qu'ils ont en tête aussi des modèles, ils ont en tête des révolutions comme par exemple l'iPhone, qui a été un changement de paradigme aussi par rapport à Internet avec l'arrivée du mobile. Mais quand on regarde le coût du développement de l'iPhone, c'était quelques centaines de millions de dollars. Et là, on est en train de parler de plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc l'échelle a changé. Et effectivement, je suis d'accord, le retour sur investissement doit changer, sauf que les LP et les fonds, quand on les crée, ils sont toujours pour 10 ans. Hein. Tu vois, il y a personne qui lance un fonds en se disant c'est un fonds avec un retour sur investissement à 50 ans. Mais je pense que ça, d'ailleurs, Sequoia l'a fait. Sequoia a transformé l'un de ses fonds en evergreen pour arrêter cette histoire de 10 ans, parce qu'il se rend compte qu'il y a des périodes d'investissement qui sont beaucoup plus longues sur certains domaines, dont l'AI. Et Sequoia l'a fait, et d'autres ont suivi d'ailleurs dans la foulée. Donc, je pense qu'il faut rappeler que OpenAI, ils font, alors j'ai plus la stat exacte à date, mais il me semble que c'est entre 3 et 4 milliards d'ARR. Bah oui, c'est énorme. C'est la plus grosse croissance d'une start-up, en fait. Mais il faut faire plus. Les gars, ok, mais vous avez vu les coûts derrière. Par contre, ça, ils communiquent pas sur les coûts, quoi. On sait pas les coûts. Oui, mais bien sûr, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est comme toutes les boîtes. Amazon a été en perte pendant des années. Anthropic, ils sont passés de 22 millions en 2023 à 850 millions prévus de chiffre d'affaires d'ici la fin d'année. Il y a que dans l'IA que tu vois des multiples comme ça. Et donc oui, la profitabilité, elle est peut-être pas tout de suite, mais les revenus, ils sont là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Fondamentalement, ça me pose pas de problème d'avoir des caméras partout dans la rue. Et d'ailleurs, tu pourrais te dire, comme a priori, je commets pas de crime, travailler à la plage sans contrat, ce n'est pas un crime. Comme a priori, je suis pas celui qui commet des crimes, je suis du côté positif de la balance où je me dis, ça aiderait. Ça réduirait le nombre de crimes. Sauf que ça ne marche que quand tu as confiance dans ton gouvernement. Si demain le gouvernement change et que ces systèmes sont en place, les gens qui disent moi j'ai rien à cacher, oui, t'as rien à cacher aujourd'hui. Exactement. Demain le gouvernement change, Trump met en place, abolit la démocratie aux États-Unis et met en place un système autoritaire et dictatorial ou autocratique. Là tout d'un coup t'as des trucs à cacher. Sauf que c'est trop tard. Je pense que la Chine, alors je me souviens plus des chiffres, mais pour moi c'est avec les États-Unis ceux qui mettent le plus d'argent dans le développement des technologies AI, et donc le fait que on mette l'accent sur la sécurité, l'armement, les applications pour l'armée, c'est aussi parce que les autres le font. Enfin, il y a pas avoir beaucoup d'autres choix que de rester les meilleurs sur le sujet. On peut pas rester les bras croisés. C'est d'ailleurs tout le projet d'Eric Schmidt. Je sais pas si vous êtes l'ancien PDG de Google, qui lance sa propre start-up. Et il le dit très clairement. Son projet, c'est de disrupter le Pentagone. Il veut révolutionner l'armée américaine. Et son objectif, c'est qu'on soit en capacité d'affronter la Chine. Parce que, comme le dit Hélène, la Chine est en train d'investir massivement sur ces technologies. Et c'est pas pour améliorer le système de pub ou pour faire des petites vidéos sympas, des trucs comme ça. Non, c'est vraiment pour des enjeux sécuritaires. On sait qu'en Chine, en plus, il y a énormément, on n'en entend bien évidemment jamais parler, mais il y a énormément de tensions politiques et sociales. Et donc, ces technologies peuvent permettre de encore plus contrôler, c'est déjà le cas, la population et notamment les risques
de manifestations et tout un tas de choses comme ça, et compris aussi dans l'armée. Eric Schmidt, il lance son projet. Il veut réinventer l'armée américaine. Il veut mettre en place de l'IA partout, du machine learning partout. Il a d'ailleurs rencontré les gens au Pentagone. C'est assez intéressant sa démarche parce que il dit le Pentagone c'est des cerveaux brillants dans un système archaïque. Et quand j'ai lu cette quote, je me suis dit c'est Musk qui parle. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait la Silicon Valley, ce n'est qu'une question de playbook. Là, Schmidt, il est en train de prendre le playbook d'Elon Musk. Ce que Elon Musk est arrivé à faire avec la NASA, Schmidt veut le faire avec le Pentagone. Et il cherche à ce que le Pentagone et l'administration américaine sous-traitent des projets de défense et il se positionne comme voilà, moi je connais la technologie. Il parle de créer une armée de la Silicon Valley, c'est-à-dire que la Silicon Valley serait en capacité de mettre en place des technologies beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement que le Pentagone lui-même. Mais tu crois pas qu'il est surtout patriote, que tu penses que c'est vraiment quelque chose de purement financier qui l'anime, de la même façon que Musk il est animé à la base par sans doute un rêve, une vision de l'homme, tu vois, qui est assez grande. Est-ce que Schmidt, il est pas en train aussi de dire à un moment, je veux que on survive face à la Chine, et c'est peut-être ça qui l'anime, hein, quelque chose de vraiment altruiste. C'est le problème aux États-Unis, c'est que c'est toujours un mix des deux, quoi. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire la distinction. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut pas comparer, je pense. Tu disais tout à l'heure, pourquoi en France on n'a pas un entrepreneur qui se lance dans la défense, etc. Je pense qu'en Europe, l'Europe est en train de devenir la Suisse. Tu vois, on est l'arbitre. En gros, sur l'échelle mondiale, on se dit, on va être là, on va pas trop investir dans l'armement, on va essayer de pas aller dans des guerres, etc. Les États-Unis, c'est le fighter numéro 1, Chine-Russie fighter numéro 2, let's fight. Et après, l'application dans l'armée et dans la défense ou dans la sécurité, c'est quelque chose qui a toujours été là aux États-Unis. Ils se posent pas la question du vrai problème. Tu vois, nous, on a des flics qui sont dans l'école de la petite, ils font des code raids. Alors, pour dire aux Français, en fait, c'est des entraînements où les petits vont se cacher dans des salles de bain au cas où il y aurait un shooting, pour vous dire à quel point on en est. Dans un placard ou des trucs comme ça, ouais. Et je pense qu'un mec comme Eric Schmidt se dit qu'il a pas envie que son pays continue à être comme ça. Donc, il se dit, de toute façon, le lobby des armes, on va pas pouvoir l'arrêter. Par contre, si j'arrive à, avoir des flingues connectés, et qu'avant même le mec il se dit tiens, il y a un flingue qui est en train de tourner à moins de 5 km là de l'école, je les désactive à distance, c'est de la folie, c'est magnifique. Mais ça c'est génial, il y a des solutions, c'est-à-dire que c'est ça qui est difficile, c'est que on arrive souvent avec des points de vue, des opinions très tranchées où on dit ah non, absolument c'est trop dangereux, machin. Larry Ellison explique un truc très intéressant, il dit on a un véritable problème aux États-Unis, c'est les bodycams des flics. On le sait, quand il y a un problème, elles sont pas activées. Les bodycams. On l'a vu à plusieurs reprises dans plein d'affaires ici aux États-Unis. Là, ce qu'il dit, c'est que il est arrivé à construire une bodycam, c'est une GoPro qui vaut $70 au lieu de $7,000. Une bodycam d'un flic, ça vaut $7,000. Donc il dit c'est aberrant $7,000. C'est complètement aberrant et donc on peut fabriquer des bodycams beaucoup moins chers et qui filment en permanence. C'est-à-dire que quand le flic prend son service, il n'y a pas une question de on/off, il est tout le temps on. On filme en permanence ce qu'il fait, ce qui pose des soucis. Et il dit, on va analyser en permanence toute son activité et l'intelligence artificielle va être capable de sélectionner les moments et de les envoyer aux bonnes personnes. Ce qui est en train de se passer là, peut-être qu'il faut l'envoyer au chef de la police. Ce qui est en train de se passer là, peut-être qu'il faut l'envoyer au shérif. Ou alors il faut peut-être l'envoyer directement à la justice et mettre sous escroc en fait ces informations. Et là, un journaliste lui pose la question, lui dit, mais si le flic a envie d'aller aux toilettes, vous le filmez? Et alors là, il a une réponse incroyable, il dit, non, il peut mettre sa caméra off. Alors tout le monde se fout de sa gueule et lui dit, non mais, vous voyez, c'est de la rigolade, ça marche pas votre truc. Et en fait, il dit, il met sa caméra off, mais en fait, elle est pas off. Nous, on enregistre, sauf que tout d'un coup, quand il la met en off, le fichier va se mettre sur un serveur sécurisé que seul un procureur peut unlocker, c'est-à-dire que seule une demande en justice peut
unlocker ce truc. Alors donc les procureurs vont se retrouver avec des films de flics aux chiottes toute la journée. Mais voilà, mais il y a des solutions et ça peut régler des problèmes. C'est ça le truc, c'est que comment est-ce qu'on arrive à faire le tri entre les deux, quoi. C'est intéressant parce que je connaissais pas cet angle-là, enfin en tout cas cette prise de vue-là, mais c'est marrant parce que l'analogie avec les, tu sais, il y a des boîtes. Alors en France, il y a une boîte qui s'appelle X, enfin HEX, mais aux US, il me semble qu'il y en a aussi, qui ont ce même problème-là sur les voitures autonomes. Et en fait, ce que tu décris là, c'est un problème de quantité de data utilisable. Ouais. Et si tu recordes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ben, tu te retrouves à avoir des quantités de data astronomiques et tu sais pas quoi en faire. Ouais. Et ça, les voitures autonomes l'ont réglé. Et que quand une voiture autonome conduit et se retrouve à un moment, il y a un pépin, et elle sait pas quoi faire, ben, c'est un moment clé. Et ce moment clé, c'est ça que tu veux regarder. Ouais. Et c'est ça que tu vas envoyer. Et donc, j'avais pas conscience du problème chez les flics, mais en fait, c'est exactement la même thématique. C'est exactement la même chose. Oui, on recorde en permanence, mais on garde rien en permanence. Par contre, l'intelligence artificielle est capable d'analyser les situations et de se dire, et tu vois, tu parles de voiture autonome, ce week-end, je suis parti avec ma Tesla, il s'est passé exactement ça. À un moment, le système, le full service driving, autonomous driving, a déconné. Le système a compris qu'il s'était arrêté, il n'a pas compris pourquoi, et il m'a posé une question, et je sais pas si vous l'avez vu, et tu peux laisser un feedback audio. C'est-à-dire que tu enregistres un message, tu dis, tu expliques ce qui s'est passé, et ça c'est parti chez Tesla, certainement, quoi, en fait, pour une analyse. J'ai vu, alors je sais pas si c'est grâce à mon feedback ou sûrement grâce à la collection de plusieurs feedbacks, mais ma Tesla crame toujours un stop en sortant de l'autoroute pour aller à Sausalito. Et systématiquement, je suis en driverless. Systématiquement, j'arrive à ce stop. Elle crame le stop, donc je reprends le contrôle manuellement. Et je laisse toujours le feedback. Il y a un stop, mais la Tesla s'arrête pas. Et au final, j'ai vu, ils ont récemment, il y a 2-3 semaines, ils ont rajouté, ils ont corrigé les tirs, quoi. Et donc à cet endroit précis. Exactement. Maintenant, il s'arrête. Donc maintenant, je peux aller jusqu'à la maison sans cheveux blancs. Mais on a déjà ça sur la Tesla. Est-ce que vous saviez, par exemple, que sur la Tesla, quand vous klaxonnez, au moment où vous klaxonnez, la voiture enregistre une vidéo à 360 degrés. Ouais. À chaque coup de klaxon, elle enregistre pendant 1 minute une vidéo. Donc si vous êtes dans une situation un petit peu tricky, il suffit de klaxonner et tout d'un coup elle va devenir en l'occurrence elle recorde les 10 elle va minutes. tout recorder, l'audio, la vidéo. Elle recorde les 10 minutes précédant le klaxon. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut faire. Ah ouais, parce qu'en fait, elle recorde en permanence. Parce qu'elle a besoin du contexte, en fait. C'est que si y a quelqu'un, tu klaxonnes, ça veut dire que l'action est déjà passée. Et donc, elle recorde les 10 minutes précédentes pour, elle te sauvegarde sur ta clé les 10 minutes précédentes, justement pour comprendre ce qui s'est passé et pas juste, le moment précis. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que la différence, elle doit être faite entre le modèle embarqué qui va filmer en permanence, mais qui va pas envoyer la donnée. Donc, tu vois, d'où l'enjeu, là, de faire des tout petits modèles d'AI qui vont pouvoir fonctionner sur une Tesla, mais aussi sur un téléphone, sur la GoPro d'un policier, versus la donnée qui va être traitée et qui va entraîner le modèle. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense on se dit ça enregistre 24/24, donc tout est envoyé. Non, il y a des actions, il y a des triggers, comme on va dire, qui vont faire que la donnée va être utilisée derrière, alors que tu peux avoir une caméra qui va détecter que tu as tes lunettes de soleil et qui dit est-ce que tu es en train de dormir. Enfin, tu vois. Alors moi, j'ai souvent les lunettes de soleil. Non, mais moi, je crois que la Tesla, c'est quand je m'endors. Moi, je suis pas... Ah, c'est sûr. Maintenant, elle le sait. Ah, elle le sait. Elle me filme. Il y a la caméra. Elle te filme en permanence. Donc, quand elle te dit, quand tu fais ça aussi, Carlos? Elle te voit. Waouh. Il y a un risque énorme. C'est-à-dire que on est en train de rentrer dans un monde, si effectivement cette IA est en train de raisonner, on est en train de confier les clés de l'IA, pas simplement pour faire pousser des fraises ou pour faire des super sympas vidéos, marketing, machin, des trucs comme ça, mais sur des sujets ultra sécuritaires qui sont au cœur de notre société, de notre manière de vivre. Et là, tout d'un coup, il y a une forme de raisonnement. Alors moi, je suis plutôt un accélérationniste comme NJ, mais je sais pas, Hélène, toi aussi, je sais que tu embrasses la technologie, des choses comme ça, mais malgré tout, c'est peut-être mon côté... j'ai 50 piges maintenant, je deviens un peu réac. En fait, ça me fout un peu les boules quand même. Je suis d'accord, il faut...
Il faut la réguler, la contrôler, et c'est pas des gros mots, c'est juste à la hauteur de la puissance de la technologie qui est en face et des enjeux. Peut-être que c'est le rôle de l'Europe, des bisounours en Europe. Bon, Thierry Breton est parti, donc il avait un grand savoir. Le Torquemada de l'AI a disparu. Là, on a Clara Chapaz, on la salue. D'ailleurs, elle vient à San Francisco. Je vais essayer de la choper dans Silicon Valley pour lui faire une interview. Qui est notre secrétaire d'État, je crois, au digital et à l'IA, puisque c'est un véritable portefeuille maintenant. Et donc, il y a des vrais sujets là-dessus. Bon, c'est rattaché maintenant à l'enseignement supérieur. Donc, là aussi, dans cette vision humaniste de l'intelligence artificielle. Moi, j'aurais rattaché l'intelligence artificielle à la défense. Je l'aurais pas du tout rattaché à l'enseignement supérieur. Mais voilà, la France, elle, a décidé de rattacher l'intelligence artificielle à l'enseignement. Bon, voilà, c'est la fin de cette émission, Alexei. On était super contents de t'avoir. Est-ce que tu as un dernier message à passer? Tu cherches quelque chose? Vas-y, n'hésite pas, c'est le moment. Écoute, merci déjà pour l'invite. Tu vends un Thermomix, je sais pas, n'importe quoi. Tu peux utiliser cette tribune pour dire ce que tu veux. Non, écoute, nous, on est focalisé sur notre produit. On est toujours en recherche d'ingénieurs, évidemment, en Europe. Et donc, on cherchera à agrandir l'équipe. Et sinon, pas de Thermomix à vendre pour l'instant, mais ravi de prendre un café avec les gens qui sont sur SF et qui sont de passage. Et je voudrais faire un coucou à ton épouse qui s'appelle Laurane, parce que tu es en fait le mari de Laurane, et Laurane est ma nutritionniste ici à San Francisco. Elle est en train de me faire vivre une expérience de malade. Cette fille est une énorme nerd en fait. Elle me balance des datas, des trucs assez hallucinants. Elle est en train de changer ma vie, Laurane. Donc je la salue. Et l'anecdote à Cannes, c'est à cause d'elle. C'est elle qui a fuité. Je te le dis, en fait. Quoi. Je vais lui adresser la parole tout à l'heure. Voilà, tu lui diras. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à faire tous vos commentaires sur YouTube. Je lis toutes vos remarques et j'essaie de vous répondre. Merci de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission, que ce soit sur YouTube ou en podcast sur Spotify ou Apple Podcast. La semaine prochaine, on reçoit encore un invité. C'est encore un entrepreneur. Il est encore basé à San Francisco. Il s'appelle Florent Breton. C'est un entrepreneur français, comme son nom l'indique. Et il a un projet très intéressant dans le domaine de l'énergie et de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'est fini pour cette semaine. Hasta luego, amigos. Bye bye.